Voilà, je crois que je suis prêt. Est-ce que justement cette parole que tu m'as passée, est-ce qu'elle s'entend sur Zoom là? Tout va bien? Oui, on nous a répondu que oui. Parfait, parfait, on y va. Alors, donc ça, c'est le combien celui-ci? Laissons voir. Non, ça c'était celui de la fin. J'ai pris un tout petit peu de retard. On est encore sur le transparent du 1, le L1. Est-ce qu'on peut... Vous voulez L1? Alors là, il faut faire Escape, que je vois un peu. Oups, là, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 secondes. Vous voulez L1? L1. L1, voilà. Ok, on va le mettre en écran. Est-ce qu'on peut le Bon, tout ça, on a fait. Bon, c'est pas très grave. Je vais le repasser à toute vitesse. On va revenir à ce théorème-là. Ah, je l'ai passé trop vite. Voilà. Ah, pardon, là, comme... hop. Voilà, c'est ça. Ah, une bêtise. C'est moi. C'est 100% moi. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, merci beaucoup. Bien. Alors, aujourd'hui, on va creuser, on va regarder un petit peu cette démonstration de Nash-Kuiper. Et une fois qu'on l'aura faite, selon le temps qui nous reste, on verra comment est-ce qu'on peut l'adapter pour l'espace hyperbolique. Et puis, on verra une construction et des images. Alexandre, est-ce que tu peux me dire quand il va rester plus qu'une demi-heure ou quelque chose comme ça, hein, si c'est pas à la minute près, mais que voilà, c'est gentil. Alors, notre théorème central, notre théorème phare, il est là, on l'a sous les yeux, c'est celui de Nash-Kuiper, et qui, je vous raconte ce qu'il nous dit. Il nous dit, vous cherchez donc vous avez une variété riemannienne, je la dessine comme un carré parce que voilà, c'est plus simple. Vous avez dessus une métrique et vous voulez réaliser une isométrie. Et vous voyez que là, je me suis placé dans le cas n égale 2. Et puis ici, EQ, ça sera E3 pour faire un dessin. Et vous voulez trouver une isométrie là. Et ça, en général, ça ne va pas marcher si vous demandez que votre isométrie soit de classe C2 ou plus. Donc ça, c'est foutu. Ça, c'est pas possible. Et ce que va dire Nash, il va dire, OK, par contre, c'est possible dans des conditions, sous des conditions extrêmement faibles, c'est possible si vous êtes moins gourmand, si vous demandez que l'application soit juste C. Et dans quelles conditions c'est possible? Eh bien, la condition pour laquelle c'est possible, il faut que vous ayez au départ été capable de construire une application courte. Autrement dit, quelqu'un, je le dessine petit, vous voyez, j'ai envoyé mon carré là-dedans en tout petit. Je le dessine petit parce qu'une application courte, c'est une application qui va réduire toutes les distances. Donc, vous allez raccourcir toutes les distances. Ça coûte rien du tout quand on est compact, parce que j'envoie n'importe comment et puis ensuite je compose par une homothétie. Et quand on est non compact, c'est plus délicat. Donc, cette hypothèse coûte pas grand-chose. Et ce que me dit Nash, il me dit en plus, maintenant, choisis-toi un epsilon. Alors, je me choisis un epsilon et je vais regarder un petit epsilon voisinage de mon image. Et ce que va dire Nash, c'est que oui, l'application isométrique que tu recherches, elle existe. Voilà, elle existe pour de vrai. Elle est C1. Et son image sera dans l'epsilon voisinage de l'image de l'application. Et c'est ça qu'on veut démontrer. Alors, comment ça marche, la démonstration en gros? La démonstration en gros, c'est quoi ça? Ah, c'est une petite bête. Je vais vous faire un dessin.
La base ici, c'est ma variété. Donc ici, c'est mon carré, si vous voulez. Mais vous pouvez penser ça comme une variété. Et puis, de l'autre côté, ici, en abscisse, c'est mes formes, c'est mes produits scalaires, l'espace des produits scalaires, donc qui s'écrit comme ceci. L'espace des produits scalaires, comme ici, je me suis mis en dimension 2, ici, j'ai donc les produits scalaires sur R2. Et puis, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une métrique que vous voulez attraper. Donc, la métrique, ça veut dire au-dessus de chaque point de votre variété, vous avez un produit scalaire. Donc, ma métrique, ça va me donner une sorte de graphe comme ça. Voilà, ça, c'est ma métrique au-dessus. Donc, ça symbolise la métrique que je veux attraper. D'accord? Ouais, tout va bien. Vous vous rappelez que j'ai besoin que les têtes, elles fassent comme ça. Hein, sinon, je ne comprends pas. Donc, j'ai ma métrique qui est là-haut. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est tout sale, ce truc. En fait, on n'efface pas, on salit le tableau avec ça. On étale. J'ai un souvenir qui m'a traumatisé. Je vous le raconte parce qu'on est en famille. C'est pas enregistré. C'est enregistré? Bon, tant pis, j'ai aucune dignité. Je vais quand même raconter. Ouais. Parfait. Donc, vous savez pourquoi je suis traumatisé avec ça? Ça m'est arrivé il y a au moins 25 ans. Et c'est un souvenir vraiment vivace. Bon, alors, nous, qu'est-ce qu'on a? On a une application courte. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aussi, elle me vend un champ de métrique ici, vous vous rappelez? C'est, alors, je ne vais pas m'embêter à faire des vagues, hein, vous allez voir, je vais toujours dessiner des choses toutes plates parce que voilà, je me simplifie la vie. Mais mon application courte, elle aussi, elle me vend une métrique ici et qui s'appelle F0 étoile de ceci. C'est la métrique qui est donnée, dont les coefficients sont donnés par les dérivés partiels dont on prend les produits scalaires et tout ça. Et comme ma métrique, elle est trop courte, quand je vais regarder mon graphe comme ça, ça va être en dessous, hein, en gros. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout un défaut isométrique qui est toute cette distance-là et qui a un défaut isométrique. Alors, ce que va proposer Nash, c'est de construire une suite d'applications. Donc, vous avez construit F0 et on va construire une suite d'applications F1, F2, etc. Et ces applications, elles vont être approximativement isométriques pour des métriques intermédiaires. Alors, comment est-ce qu'on va construire des métriques intermédiaires? Eh bien, la métrique que je vise, c'est quoi? C'est la métrique que j'ai déjà obtenue. Ça, c'est la métrique que j'ai obtenue. Et puis, j'ai une erreur. Il me manque des choses. Il me manque tout ça. Alors, je peux construire des métriques intermédiaires si, au lieu de rajouter tout delta 0, par exemple, je rajoute que la moitié de delta 0. Si je fais ça, j'obtiens quelqu'un qui va être en gros ici. Ça, c'est mon G1. On est d'accord, j'ai à peu près rajouté la moitié de mon défaut isométrique. Et puis, je vais continuer avec G2. Cette fois, je rajoute 3/4 du défaut isométrique. Autrement dit, là, j'avais divisé par 2 mon défaut isométrique. Je redivise encore par 2 ici. Donc, je vais me retrouver ici pour G2. Et puis, vous avez compris le truc. Je vais définir une suite de métriques GK en poursuivant ce procédé. Donc, quand K va augmenter, ces nombres-là vont tendre vers 1 et ma suite de métriques, elle va croître vers la métrique G qui m'intéresse. D'accord? Que va faire
la démonstration de Nash et Kuiper, à chaque métrique, je vais construire une application F1. On va construire à partir de F0 une application F1, telle que cette application, quand je regarde ce qu'elle me donne, la surface qu'elle me donne, ça sera à peu près G1. À peu près G1. Donc, ça sera approximativement isométrique. Vous allez me dire approximativement, si l'approximation, selon ce que je choisis dans le sens de l'approximation, ça peut être très très loin. Alors, exactement, ce qui va se passer, c'est que cette application F1, elle va être construite en rajoutant des corrugations, comme je vous ai dit. Le nombre des corrugations qu'on va choisir, au plus il est grand, au plus votre approximation sera bonne. Ce qui veut dire qu'on va construire F1 avec un paramètre libre, qui est le nombre d'oscillations qu'on mettra. Et ce nombre d'oscillations, je pourrais le régler aussi grand que je veux pour être aussi proche que je veux de G1. Donc, il y a une astuce technique, on y reviendra, hein, je vais mieux la réexpliquer dans 10 minutes, mais on a une astuce technique pour ne pas être trop loin de G1, d'être aussi proche vraiment que l'on veut. Pourquoi est-ce qu'on veut être aussi proche que l'on veut de G1? Parce que bon, voilà, j'ai dessiné F2, enfin je ne l'ai pas encore dessiné, ça va venir dans F1. Donc F0 est là, F1 je vais la peindre en orange, voilà. Et F1, quand je vais regarder la métrique qu'elle me vend, elle va me vendre une métrique comme ceci. Aussi proche que je veux de G1. Et qu'est-ce que je veux? Je veux qu'elle soit suffisamment proche pour qu'elle fasse surtout pas ça. Je ne veux pas qu'elle fasse ça. Je ne veux pas qu'elle passe au-dessus de G2. Je veux être toujours court. Je veux avoir toujours, par rapport à la prochaine métrique que je veux attraper, je veux toujours être en dessous. Pourquoi? Parce que le procédé qui rajoute des corrugations, vous ne pouvez que rajouter de la longueur. Vous ne pouvez pas retirer de la longueur. Vous pouvez qu'en rajouter. Quand vous partez de votre surface, comme ceci, hein, ou même carrément un segment, si lui, il est de longueur 1,5, vous voulez créer un segment de longueur 3/4 qui soit dans un epsilon voisinage de ça, vous allez osciller. Mais si je vous demande de créer un segment de longueur 1/4 arbitrairement proche du segment de départ, là, vous êtes coincé. Hein? Tout ce que vous pouvez faire, c'est rétrécir le segment, mais alors vous allez être très loin de ses extrémités, vous ne serez pas proche de votre segment de départ. Donc, si on veut utiliser ce truc des corrugations, qui est le seul qu'on a à disposition, hein, Scoop, c'est la seule chose qu'on a à disposition, qu'on connaît actuellement. Donc, si on veut appliquer ça, il faut absolument qu'à chaque étape, j'ai de la longueur à rattraper. Pour avoir de la longueur à rattraper à chaque étape, il faut absolument que la métrique que je vais viser, elle soit au-dessus de la métrique que j'ai déjà obtenue. On est d'accord? Un petit... OK. Du coup, c'est pour ça que je demande ça. Je veux être suffisamment proche, comme mes G1 ils croissent, je veux être suffisamment proche pour me retrouver véritablement en dessous de G2. Parce que maintenant, si je suis en dessous de G2, mon nouvel objectif pour ma fonction F2, ça va être d'attraper G2. Donc, on va construire à partir... donc, si F1 est courte par rapport à G2, eh bien, on construire, on construit un R, il y a un U, il y a un I, on construit F2, tel que, vous l'avez compris, la même chose. Mais évidemment, comme mon défaut isométrique, je ne vous ai pas encore dessiné G3, je vais la dessiner là, elle est à peu près vers là, G3. Comme mon défaut isométrique diminue exponentiellement à chaque fois,
alors celle-là, je vous la dessine en violet, et ben on sent qu'intuitivement, à chaque fois, il va falloir que mes approximations soient de plus en plus exigeantes. Hein, au fur et à mesure que les cas vont augmenter, mes approximations doivent être de plus en plus exigeantes pour que je reste en dessous. Donc alors, ici on a F1 étoile de ça, et ici on a F2 étoile de ça, et ainsi de suite. Donc on construit F2. Si F2 est suffisamment courte par rapport à la précédente, on empile. D'accord? Et maintenant, l'espoir, c'est le suivant, c'est que les FK convergent vers F0 et converger en deux sens vers, pardon, pas F0, vers une application limite que je vais appeler F infini. Alors, il faut au moins déjà qu'il y ait, voilà, qu'il y ait une certaine forme de convergence pour que F0 existe, mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que ça converge C1, parce que je voudrais que mon application à la limite soit C1. Donc, je veux une convergence C1. Donc, il faut non seulement que les FK convergent, mais leurs dérivés également convergent vers la dérivée, etc. Bref, je veux quelque chose d'un peu exigeant sur la dérivée. Et j'ai l'espoir aussi, plus le fait que F infini soit une isométrie pour G. C'est ça que je veux. Comme ça, j'aurais trouvé une application C1 et qui soit isométrique. Alors, la deuxième partie, je suis sûr qu'on est déjà tous convaincus. Si on arrive à dire que ce procédé-là, il converge de façon C1, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que construire une isométrie en faisant ça? Hein, à chaque étape, vous vous approchez. Donc ici, ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Bon, ça l'est un peu moins. C'est là-dessus qu'on va un peu taper. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Ce que je veux, c'est juste qu'on ait l'intuition de comment ça marche et comment les paramètres jouent pour attraper une isométrie à la fin et pourquoi on voit ce genre d'image avec des corrugations qui s'empilent comme ça. Alors, maintenant, il va falloir que j'aille un peu plus loin dans la description du procédé de Nash. Ça, c'est la description au niveau. On va descendre d'un niveau, donc on va prendre une petite loupe et on va comprendre qu'en fait, on ne peut pas directement construire F1 à partir de F0. Il y a trop de choses à faire. Alors, quand je dis directement, ça veut dire juste en rajoutant une corrugation. Parce que quand je rajoute, vous vous souvenez du dessin qu'on a déjà fait? Attendez, je vais essayer d'être cohérent dans ma gestion du tableau. Comme ça. Voilà, très bien. Imaginez, hein, vous avez votre... je le déteste, ce truc. Non, mais c'est bon, non. Oui, on avait une chaise, mais ouais, je vais gagner quelques centimètres. C'est quand même pas mal. Voilà. Imaginez, vous avez cette surface-là. Vous voulez augmenter les longueurs dans cette direction. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez donc faire osciller votre surface. Vous allez obtenir une surface qui oscille comme ça. Voilà. Là, vous avez augmenté dans une direction. Mais par contre, dans l'autre direction, regardez, vous n'avez pratiquement rien fait du tout. Hein. Idéalement, vous n'avez rien bougé dans l'autre direction. Donc, si vous voulez augmenter dans l'autre direction, il va falloir empiler un deuxième coup. Donc, on se rend bien compte que si je veux passer de F0 à F1, il va y avoir au moins deux coups. Mais en fait, il faut comprendre que, en réalité, il va y avoir au moins trois coups. Pourquoi trois coups? Parce qu'on a vu qu'une métrique, ça s'exprime dans un espace vectoriel de dimension 3. Vous allez donc devoir vous occuper de chaque coordonnée de la métrique à chaque coup. Et c'est la raison pour laquelle, hier, je vous ai parlé de cet espace de métrique qui se décompose, etc. Je vais vous en reparler, on va le refaire, que ça soit bien propre. Quand je regarde l'espace vectoriel de dimension 3, donc ici, tout ça, ça vit
dans l'espace des produits scalaires de R2. Dans l'espace des produits scalaires de R2, bon, j'ai mis le repère ici pour qu'on y voit bien, mais le 0, il est là. Hein. Ici, c'est le 0. C'est bon. Et un produit scalaire, c'est quelqu'un qui est... c'est un point là-dedans, un point dans ce cône. Ce cône, il avait une équation. Vous vous rappelez, ma forme bilinéaire en U et en V, on l'avait écrit E U1 V1 plus F U1 V2 plus U2 V1 plus G de U2 V2. Ça, c'était ma forme bilinéaire. Et le cône qui est ici, c'est exactement le cône des gens tels que EG moins F2 égale 0. Et à l'intérieur, pour être un produit scalaire, eh ben, l'intérieur, comme ça, c'est les gens tels que ceci est strictement positif. Alors, ce truc-là, c'est de dimension 3. Et puis, j'avais parlé de forme linéaire et de tenseur de forme linéaire. Et il y a eu l'exposé de Monica et j'ai pris conscience qu'en fait, les tenseurs, ça vous était pas du tout familier. Vous n'avez pas encore vu ça. Et donc, je vais revenir tranquillement dessus qu'on se rende compte que c'est tout bête, qu'il y a pas de... Il n'y a aucun truc vraiment compliqué. Vous voyez, alors, peut-être déjà quand on écrit une métrique, donc là j'ouvre une parenthèse juste pour être complètement rassuré sur les... si je descends ça et que je monte ça, ouais. Ah oui. Voilà. Vous vous souvenez, on avait écrit une métrique au point X. On l'avait écrit comme une fonction dx1 tends dx2 plus dx1 tends... qu'est-ce que je... Non, je me suis trompé. dx1 tends dx1, dx1 tends dx2, plus dx2 tends dx1, et puis plus g de x dx2 tends dx2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture-là, où on voit E, on voit F et on voit G? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette écriture-là? Eh bien, encore une fois, dx1, c'est une forme linéaire. Et au vecteur U1, U2, mon vecteur U de coordonnées U1, U2, elle va associer U1. Tandis que dx2, c'est la même chose avec U2. Du coup, comment je dois comprendre quelque chose comme ça? dx1 tends dx2, bah, comme une forme bilinéaire à qui je vais faire manger un vecteur U et un vecteur V et qui va juste s'évaluer comme ceci. Et donc ici, je vais avoir dx1 de U, c'est U1, dx2 de V, oui c'est ça, j'ai pris celui-là, c'est V2, par exemple. D'accord? Et puis je vous en fais un autre, dx1 tends dx1 de UV, ça me fait donc dx1 de U, dx1 de V, c'est donc U1, V1. Et on se rend compte que quand on évalue G de X, on va retomber là-dessus. On va retomber sur cette expression-là. Hein? Donc ce truc-là, je peux imaginer que c'est un certain G de X en un point UV. Alors, cette écriture-là, quand on écrit comme ça, avec des formes linéaires, on s'aperçoit qu'il y a deux types de termes qui apparaissent. Il y a des termes dits carrés. Les termes dits carrés, ils sont là et là. Et puis, vous avez des termes dits rectangles. Et les termes rectangles, ils sont là. Et le procédé qu'on a en tête, qui est de rajouter des corrugations, ce procédé, il va avoir pour effet de rajouter un terme carré à la métrique. Il va toujours rajouter un terme carré, il va toujours rajouter un terme comme celui-ci ou comme celui-là, jamais
comme celui-ci. Donc, on est embêté. On est embêté parce que si on applique les corrugations, on va réussir à traiter ce terme, on va réussir à traiter ce terme, et on ne réussira jamais à traiter ce terme. Alors, vous avez peut-être tous vu la décomposition d'une forme quadratique avec Gauss, où on peut prendre une forme quadratique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, dites-moi si c'est non, il n'y a pas de souci. Pas vu? Ok, on va y revenir. Vous pouvez exprimer une forme quadratique comme une somme de carrés. Alors, en général, avec la décomposition de Gauss, vous allez prendre une forme quadratique et l'exprimer avec autant de carrés que votre dimension. C'est-à-dire, ici, ça serait 2, mais ça marche que ponctuellement. Et là, nous, on veut quelque chose qui marche quand le point varie. Du coup, on va être obligé vraiment de le décomposer avec 3 carrés de forme linéaire. Alors, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est la chose suivante. Ici, j'ai mis des carrés, dx1, dx1, dx2, dx2, mais j'aurais pu choisir, au lieu d'apprendre ces formes linéaires-là, j'aurais pu prendre des formes linéaires plus compliquées. J'aurais pu décider, je vais prendre L1 qui est, alors je me suis fait un petit exemple. Oui, vous savez ce qu'on va faire, on va effacer ça, comme ça on aura tout sur le même tableau. Je vais effacer ça, mettre ça au-dessus et vous faire un petit exemple. Voilà, ça je vais le mettre là-haut, ça je vais le baisser. Alors, ce que je m'apprête à vous raconter maintenant, c'est que vous pouvez choisir 3 formes linéaires, et vous avez beaucoup de choix en général. Vous pouvez choisir 3 formes linéaires de façon à exprimer votre métrique comme des carrés de 3 formes linéaires. Je vous donne un exemple. Ça, c'est parce que je ne pèse pas au bon endroit. Il faut que j'apprenne. Donc, vous pouvez prendre une forme linéaire qui fait, au lieu de faire U1, vous prenez moins U1, par exemple. Autrement dit, L1, ça va être moins dx1. Et puis L2, donc ici, c'est un exemple. Exemple pour ne pas avoir peur de ce qui va se passer. Donc, exemple, petit calcul. Mon deuxième exemple, je vais prendre cette forme linéaire. Donc, à U, je vais associer U1 moins U2. Et puis, troisième exemple, à U, vous voyez venir, je vais associer U1 plus U2. Autrement dit, L2, c'est dx1 moins dx2. Et L3, c'est dx1 plus dx2. Choisir ces 3 formes linéaires, très bien, ça me donne immédiatement des formes bilinéaires. Il suffit que je fasse L1 tans L1 avec la règle qu'on a vue tout à l'heure, L2 tans L2 et L3 tans L3. Tout ça, ce sont des formes bilinéaires. Ce ne sont pas des produits scalaires, c'est juste des formes bilinéaires. Et d'ailleurs, je vous avais affirmé, et je continue de l'affirmer, qu'elles vivent quelque part sur ce cône. Elles vivent pile à l'endroit où EG moins F2 égale 0. On avait fait un petit calcul pour s'en convaincre. Donc, vous avez choisi vos carrés de forme linéaire. Ça va vous donner 3 points sur ce cône. Bon, le cône, il continue. Je les dessine un peu au hasard, les points. Donc, ici, vous allez avoir L1 tans L1, L2 tans L2. Et ici, L3 tans L3. D'accord? Tout va bien? C'est vrai, c'est des vrais oui. C'est pas pour me faire plaisir. OK. Alors maintenant, vous pouvez vérifier avec un petit calcul que si je n'ai pas fait de faute de calcul cette nuit, que si je prends une forme bilinéaire quelconque, donc si je prends B de UV comme tout à l'heure, qui est E de U1V1 plus F de U1V2 plus U2V1 plus G de U2V2,
Donc ça, j'aurais pu tout aussi bien l'écrire comme E de dx1 carré plus F. Ah, pardon. Des fois, plutôt que d'écrire dx1 tans dx1, on met directement le carré comme ça. Okay. Donc voilà. dx1 tans dx2 plus dx2 tans dx1 plus g fois dx2 carré, et tout ça appliqué à UV. Eh bien, vous pouvez faire un petit calcul et vous rendre compte que vous auriez pu tout aussi bien écrire ceci sous la forme de 3 carrés, des 3 carrés qu'on a ici. Par exemple, ici, c'est E moins G de L1 tans L1 plus G moins F de L2 tans L2 plus G plus F de L3 tans L3. Le tout qui mange UV. Le tout va manger UV. D'accord? Donc voici un exemple. Si vous prenez ces 3 formes linéaires, vous faites un petit calcul et vous allez vous rendre compte que votre forme bilinéaire ici, quelconque, vous pouvez toujours l'exprimer comme une combinaison de vos 3 formes linéaires. Et il n'y a rien de mystérieux là-dedans. On est simplement en train de dire que si vous avez pris vos 3 formes linéaires de telle manière à ce que leur carré forme une base de l'espace vectoriel S2 de R+, une base de l'espace vectoriel des formes bilinéaires, et bien forcément, tout élément dedans s'écrit comme une combinaison linéaire de la base. Hein, c'est tout ce que j'ai écrit. Donc, il faut vraiment voir ça comme un changement de base. Et c'est ça, une des astuces de la démonstration de Nash. C'est déjà écrire votre métrique comme une succession de carrés de manière à pouvoir appliquer la méthode. La première corrugation, vous allez vous occuper de ce carré, la deuxième de ce carré, la troisième de ce carré. Au bilan, pour passer de F0 à F1, il va falloir des étapes intermédiaires, 2 étapes intermédiaires. Vous allez d'abord traiter le premier cas, puis, donc ça va faire comme ça, puis vous allez traiter dans la deuxième direction, vous allez traiter F2, puis vous allez traiter L3, et quand vous allez traiter L3, ben là, vous l'avez obtenu, votre application. Là, vous êtes arrivé à F1. Donc, il va falloir empiler 3 niveaux de corrugation pour passer de F0 à F1. Et ainsi de suite pour toutes les applications qui vont apparaître. Donc, on va avoir comme ça F de 1, F de 2, et hop, F de 3, etc. On va donc générer 3 fois plus d'éléments que conceptuellement on aimerait avoir. Hein, on voudrait que ça soit simple, comme on l'a dit ici, mais techniquement, puisqu'on va jouer avec des corrugations et puisqu'on n'a pas d'autre choix que de faire ça parce que personne n'a eu d'autres idées pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'intuitivement, c'est ce qu'on fait, mais comme algébriquement, est-ce qu'on utilise comme la formule de polarisation pour rendre les formes linéaires quadratiques? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne fais pas à cause de cette formule de polarisation, c'est vrai que écrire une forme quadratique ou écrire la forme bilinéaire, c'est pareil. Conclusion, ici, de fait, comme je prends que des carrés, quelque part, tu es tout le temps en train de polariser. Hein, mais oui. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ouais. D'accord. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va choisir L1, L1, L2, L3, de telle façon à ce que ces carrés-là ne se retrouvent pas tous... enfin, il ne faut pas qu'ils se retrouvent alignés, en gros. Donc, pour qu'ils soient vraiment une base, on est d'accord, hein, il faut qu'ils soient linéairement indépendants. Et pour pas qu'ils soient linéairement indépendants, c'est très, très facile, hein, il suffit juste de les prendre différents et pas proportionnels les uns par rapport aux autres. C'est tout. Parce que comme ils sont forcés à vivre sur ce cône, si vous n'en prenez pas 2 sur la même ligne, vous êtes bon. Donc, en gros, vous prenez n'importe quoi, ça va fonctionner. OK?
Mais pour autant, est-ce qu'on va prendre n'importe quoi? Eh bien non, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Et c'est là où il y a une nouvelle difficulté, c'est que si vous voulez appliquer la méthode des corrélations, il vous faut que les coefficients qui apparaissent ici soient toujours positifs. Si par hasard un des coefficients là est négatif, et il y a, par exemple ici, si G était plus grand que E, ce coefficient serait négatif. Et bien dans ce cas-là, c'est foutu. Parce que la méthode ne vous permet pas de rétrécir les longueurs, elle ne permet que de l'augmenter. Donc on a vraiment une énorme nécessité à prendre des coefficients positifs. Donc le truc, c'est qu'il faut être capable de trouver 3 formes linéaires de telle façon à ce que, à chaque étape, donc je vais vous introduire le cône C, des combinaisons linéaires de ces formes linéaires avec tous mes coefficients positifs. C'est ce cône-là qui m'intéresse. C'est là-dedans que ça doit tomber. Parce que si ça tombe ailleurs, je serai incapable d'appliquer la méthode. Et là, qu'est-ce que ça veut dire sur le dessin? Non. Qu'est-ce que ça veut dire sur le dessin? Sur le dessin, ça veut dire que vous êtes en train de considérer le barycentre en quelque sorte. Donc vous êtes en train de vous balader. Ça continue comme ça. Ça, c'est mon cône. Je vais le peindre en rouge. Ça, c'est mon cône. Vous devez être là-dedans. Donc, c'est un peu plus restrictif que être simplement dans le grand cône. Vous devez être dans le petit cône, en fait, dans le cône qui est rouge, pour que la méthode puisse fonctionner. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Donc, s'il faut être dans le cône rouge, c'est quoi qui doit être dans le cône rouge? Alors, oui, peut-être il faut que je le dise, ça. Tu as raison. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit dans le cône rouge? Ben, c'est mon défaut isométrique, puisque c'est lui que je veux réduire, c'est lui que je veux mettre à 0. Donc ici, si j'ai un défaut isométrique, tant que mon défaut isométrique, vous savez, j'ai insisté là tout à l'heure, faut à chaque fois que les métriques soient au-dessus les unes des autres, il faut que mon défaut isométrique il soit positif. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mais déjà nécessaire, pour que j'ai un espoir que ces coefficients-là soient positifs. Donc, qu'est-ce qui se passe au début? Qu'est-ce qui se passe au début? Attends, est-ce que j'ai bien répondu à ce que tu m'as dit? Est-ce que j'ai bien répondu à ce que tu m'as dit? Pas sûr d'avoir bien répondu à ce que tu m'as dit. Laissez-moi réfléchir 30 secondes. Oui, c'est ça, c'est bien le défaut isométrique. Non, ça va, j'ai bien répondu. OK. Donc, quand on commence, on va partir donc du carré, comme ceci. Et puis ça va me vendre quelque chose qui est un peu notre base ici. Et donc, ce qu'on va demander, tu vas voir pourquoi ça m'a fait hésiter. Ce qu'on va demander, c'est que cette chose-là, qu'est-ce que c'est? C'est un produit scalaire, un champ de métrique. Donc, c'est quelque chose qui va de 0, 1 au carré dans mon espace S2+. Attendez, qu'est-ce que je vous ai écrit sinon? Ici, j'ai mis un plus en trop. Je suis désolé. Le S2+, c'est ce qu'il y a dans le cône, là. C'est incroyable. J'aimerais bien un jour dans ma vie écrire un cours propre, mais je n'y arrive pas. Chaque fois que je fais un cours, je me rends compte, il y a l'indice qui va pas, il y a le X qui est pas bon. Quand j'étais jeune, je me disais, bon, quand je serai un peu plus âgé, je me serai amélioré. Mais là, j'y suis un peu plus âgé. Je suis pas beaucoup amélioré. Bon, enfin bref. Alors, faisons ce dessin. Donc, a priori, ceci, là, ça vous envoie le carré là-dedans. Et ce carré, il peut être n'importe comment. Et avec un peu de malchance, votre carré et vos formes
J'ai été extrêmement prétentieux. Seigneur. Ouais, pas mal. Voilà. Avec un peu de malchance, ici, là, c'est donc l'image par cette application. Donc, en tout point X, vous allez associer un produit scalaire. Vous allez associer un produit scalaire là-dessus. Et avec un peu de malchance, vous n'êtes pas dans le code C. Alors, vous pourriez vous dire, c'est pas très grave parce que c'est juste le défaut isométrique dont on veut qu'il soit pas dans le code C. Mais en fait, pour que la théorie fonctionne à peu près raisonnablement, ce qu'on va demander, c'est deux choses, et même un peu plus en vrai, mais je vais le faire comme ça rapidement. Ces deux choses, on va demander que F0, son image, ça soit bien dans le cône rouge, et on va aussi demander à ce que la métrique qu'on veut atteindre, elle aussi, elle soit dans le cône rouge. Parce qu'après, en faisant des différences, des choses comme ça, on va toujours rester dans le cône rouge. D'accord? Même si c'est que le défaut isométrique qui nous intéresse. C'est pour ça que ta question m'a un peu fourvoyé, etc. Mais en vrai, donc on va imaginer que l'application courte, elle n'est pas n'importe comment. Elle est fabriquée de telle façon à ce que ça ne soit pas ça. Ça, c'est vraiment ce que j'ai pas envie, parce que l'image de mon application courte, elle dépasse de mon colonne C. Ça veut dire que ici, je vais avoir des coefficients négatifs. Ici, je vais avoir des coefficients négatifs, et ça ne me plaît pas. Ce que je vais faire comme hypothèse, c'est cette fameuse hypothèse des trois corrugations. Vous vous souvenez ça? Hypothèse des trois corrugations. Je vais imaginer qu'il existe L1, L2 et L3 tels que, eh bien, la métrique que j'ai obtenue avec F0, elle vit dans le cône pour tout X. Voilà, c'est ce que je veux. Donc, c'est pas toujours le cas. Donc, il faut bien choisir son F0 pour qu'il ait une petite chance d'être dans l'enveloppe convexe d'un triangle, en quelque sorte, d'un cône au-dessus d'un triangle. Donc, quand vous travaillez avec cette méthode, vous prenez F0 et vous priez pour que vous ayez cette condition qui fonctionne. Donc, les constructions qu'on a faites, elles ont toute cette propriété-là. Nash ne demande pas ça, et donc ça complexifie énormément sa construction. Donc, c'est une bifurcation par rapport à ce que fait Nash. Bien entendu qu'en général, on ne peut pas faire ça. Et vous voyez, dans le théorème de Nash, on peut prendre F0 comme on veut. Donc là, je suis déjà en train de vous faire une démonstration avec un cas un peu plus particulier pour la simplifier un peu. Donc, cette difficulté-là n'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez découper votre variété en petits ouverts sur lesquels vous avez ça, vous allez travailler sur les ouverts, recoller, faire attention comment ça se recolle, etc. Ça vous aide beaucoup plus suer, mais à la fin, vous allez quand même y arriver. Mais pour les applications avec le tornado, ça c'est suffisant? Oui, justement. Donc, à chaque fois, on s'est débrouillé pour prendre une application F0 qui vérifie cette hypothèse-là. Et le fait de vérifier cette hypothèse-là a énormément de conséquences extrêmement joyeuses. D'abord, on travaille sur tout l'objet d'un coup. Ensuite, le nombre d'applications nécessaires pour passer de F0 à F1 est toujours le même. C'est le nombre Sn, la dimension de Janet, donc ici c'est 3. Ce qui n'est pas vrai dans le cas de Nash. Dans le cas de Nash, à chaque étape, le nombre va complètement dépendre de ce qui vous arrive. Donc, ça fait quelque chose qui est pas mal obscurci et encore plus obscurci quand on veut comprendre la géométrie. Donc voilà, je vous le toilette pour que intellectuellement ça soit propre, sachant que mon toilettage n'est pas un scandale. Tout ce que je vous enlève, c'est des choses qui sont purement techniques et pas de vrais obstacles qu'on ne pourrait pas franchir. Hein, c'est vraiment des obstacles techniques, pas trop compliqués. Juste suant à manœuvrer avec, quoi. Bon. Alors, donc, on va supposer ça. De façon... Alors, si on suppose ça, si on suppose qu'en plus, c'est la même chose pour les métriques intermédiaires, alors tout va bien fonctionner. Oh, pardon. Si on suppose que c'est la même chose pour la métrique finale, G, si elle aussi, elle rentre là-dedans, alors tout ce que je vais vous raconter va fonctionner. OK? Donc, ce n'est pas des hypothèses super fortes.
ce n'est pas les plus générales. Bien. Alors, tout va bien jusque-là? Super. Peut-être on va repasser sur les transparents pour vous dire à peu près où. Ah non, au centre, pesez ici. Non, là. Pour voir où on en est. Et puis même pour moi, ça m'aide parce que je ne sais pas où j'en suis en vrai. Voilà, bon, ça, on avait vu la géométrie, l'équipe EVA, les machins. Ici, on s'en fiche. Et là, qu'est-ce que je vous raconte? Alors voilà. Donc là, je vous dis qu'on considère le défaut isométrique, que ce défaut isométrique, il est à valeur dans le cône, delta 0. Et puis, ce qu'on veut, c'est choisir des formes linéaires. Donc ça, c'est un paramètre libre. Vous les choisissez une fois pour toutes. Vous choisissez vos formes linéaires de telle manière à ce qu'elles forment une base, comme ici. Pan, pan, pan. Et puis, vous allez décomposer dans cette base. Vous voyez ici, c'est juste pour poser les notations. Eta I, on les a déjà rencontrés. Très bien. Et ce que vous voulez, c'est que votre défaut isométrique se décompose là-dessus avec des eta I qui sont tous positifs. Les eta I, c'est les HI de machin. Ils sont tous positifs. Voilà. Donc ça, c'est notre hypothèse, l'hypothèse des trois corrélations. Et puis, on va considérer la suite croissante de métriques intermédiaires. On vient de la voir ensemble. Et puis, on va construire maintenant, itérativement, une série d'applications qui est telle que, et là, je vais être un petit peu, je vais rentrer dans les détails. Donc, vous voulez deux choses, ça, ces deux choses, on les a dites. La première, c'est que une fois que vous êtes arrivé là, ben FK3, elle doit être approximativement GK isométrique, c'est le dessin là-bas. Et puis, on veut qu'elle soit strictement courte pour la prochaine métrique, pour avoir une chance d'y arriver. Alors, regardez comment ça se passe. Je pars de mon application F0. Donc là, elle n'est pas dessinée, l'application F0, c'est un tore. Enfin, non, excusez-moi, c'est un tore en disant que ce n'est pas un tore géométrique, c'est moi qui ai tort. J'ai eu tort de ne pas la représenter. Le truc de départ, il faut imaginer une bande de papier comme ça, clac, qui n'est pas là. Vous avez mis une corrugation pour rattraper la longueur dans cette direction-là. Puis, ici, vous en avez mis, disons, je ne sais pas, à l'œil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez mis 9 corrugations dans une autre direction. Donc là, vous avez traité le terme, disons, en L1. Puis, vous traitez le terme en L2. Et le terme en L2 va vous impliquer une autre direction. On va voir comment on trouve les directions. Et puis, une troisième fois, vous avez encore un niveau de corrugation. Et là, vous avez tué votre défaut isométrique approximativement dans la direction L1, dans la direction L2, dans la direction L3. Vous voyez qu'on a choisi des nombres de corrugations qui augmentent. Avant même d'avoir fait quelconque départ de théorie, on le sent bien intuitivement. Si vous mettez ici un nombre de corrugations très petit, vous allez énormément perturber la solution précédente. Conclusion, ce que vous avez gagné là, vous allez le perdre l'étape d'après. Vous allez imaginer que vous fassiez qu'une seule corrugation dans l'autre sens. Il va falloir rattraper une grande longueur sur une seule bosse. Donc la bosse, il va falloir qu'elle soit grande. Et si la bosse est grande, vous allez beaucoup déformer cet objet-là. Et en beaucoup le déformant, la longueur qui était là, vous allez la déformer beaucoup. Et du coup, ce que vous aviez gagné ici, vous risquez de le perdre. Donc, pour essayer de ne pas perdre ce qu'on a gagné, là, pour le perturber le moins possible, vous avez intérêt à prendre un nombre de corrugations élevé. Donc, pour faire des dessins, on ne va pas prendre 10 millions. Mais vous voyez, on est passé de 1, disons, à 9 ou 10 pour cette raison-là. Et puis là, on va passer peut-être de 10 à 40 ou 50 aussi pour cette raison-là. De manière à ce que l'étape que vous rajoutez, ça ne soit pas une destruction de l'étape précédente. Donc, vos nombres de corrélations, il faut imaginer qu'ils vont tout le temps augmenter. Ils vont augmenter beaucoup, au moins exponentiellement. Dans sa tête, il faut penser au moins exponentiellement. OK, alors maintenant, on va être plus précis. Maintenant, on va être un tout petit peu plus précis. Je suis au niveau F0 et je vise G1. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon nouveau défaut isométrique entre G1 et F0. Ce défaut isométrique, je le décompose dans ma base ici. Et ça va me donner une décomposition
là, je vous passe les aspects techniques. Si effectivement, vous avez pris la précaution que F0, elle est dans le cône rouge et que la métrique finale, elle est dans le cône rouge, ça va encore rester dans le cône rouge. Et les termes qui vont apparaître ici, les états I, que ici j'ai écrit H1 de delta 1, oui, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais les H1, c'est juste la base duale de ça, c'est-à-dire c'est des applications linéaires qui vous donnent les coefficients. Vous pouvez le penser comme les états I directement. Donc, tous les états I vont être positifs. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez introduire des métriques intermédiaires. Donc, la métrique intermédiaire G1, c'est quoi? C'est F0, dans lequel vous rajoutez juste le défaut isométrique le long de L1. Puis, G1,2, c'était G1,1, mais maintenant, vous rajoutez le défaut isométrique le long de L2. Puis, G1,3, vous rajoutez le défaut isométrique le long de L3, mais ça revient à... Finalement, en G1,3, vous avez fini par rajouter tous les termes du défaut isométrique, et donc vous êtes bien arrivé à G1. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, que on ne va pas aller directement de là à là, on va rajouter des étapes intermédiaires, on va rajouter deux trucs. Ici, ça sera G1,1, ici, ça sera G1,2, et la différence entre G1 et F0, c'est pile un carré. Oui. Est-ce que c'est le même G1 en haut et en bas? C'est le même G1 en haut et en bas. Exactement. C'est le même G1. Le G1, tu vois, la différence entre G1 et F0, c'est cette somme de trois termes. Et ces trois termes, tu les distribues tranquillement, étape par étape. On est d'accord? Donc, en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le terme état 1 de delta 1 L1 carré pour obtenir lui. Puis, ici, je rajoute état 2 de delta 1 L2 carré pour obtenir lui. Et puis, je rajoute état 3 de delta 1 L3 au carré pour obtenir G1. Parce que la somme de tout ça, c'est précisément ma différence entre F0 et G1. Donc, j'ai pris ma différence, je la décompose en une somme de carrés, et puis, je vais grignoter à chaque fois dans la direction 1, dans la direction 2, dans la direction 3, je vais grignoter pour tout tuer. D'accord? Voilà, Thomas, c'est très bien. Tu as bien compris la philosophie de ce cours. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. 30 minutes. 25 minutes. OK. Bon, mais c'est OK. Je crois qu'on n'aura fait que la leçon numéro 1, mais ce n'est pas grave. On aura vu beaucoup de choses quand même. J'ai été un peu ambitieux. Donc, ce qu'on veut, c'est construire des applications qui soient à chaque étape. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que F11, ça soit approximativement G11 isométrique. Je veux que F12 soit approximativement G12 isométrique, et etc. Donc, on est en train d'atomiser ce qu'il nous faut faire. Hein, au lieu d'aller directement de là à là, on s'est mis à des niveaux de plus en plus petits, de telle manière à ce que la tâche qui reste à faire, elle soit atteignable. Hein, c'est ça l'idée. Donc, ma tâche que je cherche à résoudre, c'est la suivante. Finalement, la tâche que je veux résoudre, c'est j'ai une certaine application F qui est voilà, qui est ce qu'elle est, qui me vend une certaine métrique. Et puis, je veux construire, donc à partir de F, et de quelque chose, d'un état L au carré, construire grand F, tel que, quand je regarde ce qu'elle me vend, en termes de métrique, je veux que ça soit ce que me vendait l'application de départ
plus une correction. C'est ça mon étape élémentaire. Mon étape élémentaire, on m'a donné F, on m'a donné ma direction et de combien je dois bouger. Je dois construire un autre grand F qui fasse le job. Et cet autre grand F, on va le construire en mettant des corrugations. C'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Verifying même. Je sais pas quoi, mais tu verifying ça un autre jour. Hein. Alors, c'est maintenant que va apparaître ces fameux nombres de corrugations. Combien de corrugations vous allez mettre? Donc, on sent bien intuitivement que si je dois rajouter une longueur 1,5, si je mets qu'une corrugation, je vais avoir une grosse bosse. Si j'en mets 10, eh ben, je vais pouvoir avoir des bosses de plus en plus petites. Donc, au plus je mets des corrugations, au plus je vais rester proche de mon application F de départ. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que l'approximation qu'on va construire ici, elle va être contrôlée par le nombre de corrugations que vous allez utiliser à cette étape-là pour construire F. Ça va être un grand taux du nombre de corrugations utilisées à cette étape-là. Donc, je vais pouvoir avoir l'approximation que je veux. Ce nombre de corrugations, il va aussi contrôler la proximité entre les deux fonctions. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que on va construire F tel que ceci, F dépendant d'un paramètre libre et mon nombre de corrugations. Donc, ça va dépendre d'un paramètre libre. Et ce paramètre libre, il va me permettre de contrôler la proximité à la métrique que je veux atteindre. Ça sera un grand taux de 1 sur n. Et puis, aussi, la proximité de petit f à grand F. Donc, je vais pouvoir être aussi proche que je veux de mon application F de départ. Tu vois bien? Et donc, quand je vais empiler, mes nombres de corrugations N1, N1,2, N1,3, ils vont donner la proximité de F0 à F1,3, qui va être une somme de grands taux. Donc, je peux comme ça contrôler toutes mes proximités. Vous voyez ici un exemple où on a rajouté une corrugation au tore, et on voit que quand je prends 10, 50 et 100, on voit bien à quel point ça s'écrase. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'illustration de cette propriété. Et puis, pareil, pour la métrique, quand je vais regarder maintenant en fin d'étape, quand je vais regarder la différence entre G1 et F1,3, eh bien, elle aussi, cette différence, ça sera contrôlée par ces trois nombres de corrugation. Donc vraiment, je vais avoir un paramètre qui va me permettre d'ajuster ma construction selon les contraintes dont que je vais devoir satisfaire pour la faire fonctionner. Du coup, si je prends les grands N suffisamment grands, eh ben, je vais pouvoir garantir que cette chose-là, ça reste une métrique et on va pouvoir continuer. Bon, ça, on a déjà raconté cette histoire, je vais passer rapidement. On peut poursuivre le procédé, et ainsi de suite. Très bien. Alors, maintenant, on va déjà voir que si on admet tout ça, eh ben, on a quasi gagné. Alors, comme il me reste que 25 minutes, je ne vais pas pouvoir vous raconter comment on construit F techniquement à partir de petit f. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est moins facile qu'on peut le croire. On pourrait se dire, bon, bah, je rajoute des corrugations. C'est à la fin de son papier, donc Nash l'a fait qu'en codimension 2. En codimension 2, vous n'êtes pas obligé de faire des corrugations. Vous pouvez, si vous avez deux codimensions, vous pouvez tourner comme ça en hélice pour augmenter de la longueur. Et ça, c'est incroyablement simple et propre. C'est pour ça que la démonstration de Nash est en codimension 2, parce que ce truc-là est très très simple. Et à la fin de son papier, Nash dit oui, j'ai mis ça, peut-être je dois là, non mais j'ose pas changer ça, mais il dit j'ai fait ça en codimension 2, mais en codimension 1, il est à peu près clair que ça va fonctionner encore, il suffit de modifier un petit peu. Kuiper essaye de le faire, et dans son papier, il dit, ben voilà, j'ai essayé de le faire, mais en fait, il a fallu que je refasse toute la preuve. Et Kuiper, donc, il va arriver, lorsque vous avez construit votre preuve,
avez-vous essayé avec la transformation de Möbius? Donc, une transformation de Möbius, il faudrait que la question soit un tout petit peu plus précise parce que lorsque vous avez quand même de Möbius, 2 tours sont nécessaires pour avoir un twist, c'est-à-dire tourner, faire des torsions. Le problème, alors, ok. Donc là, je vais répondre à cette question-là. Quand je fais une torsion sur un objet, je fais une opération qui est essentiellement topologique et pas tellement métrique. Donc oui, on pourrait penser un peu à tordre comme ça, mais si je tords, je ne vais pas tellement modifier la métrique. Donc, faire une modification à la Möbius plutôt que des oscillations, Möbius va pratiquement rien faire. Il va préserver faire un twist comme ça, ça va préserver malheureusement, ça va trop préserver la métrique, ce truc-là. Je ne vais pas réussir à le faire avec du Möbius. Vraiment, on a pas mal réfléchi à la façon dont on peut faire des corrugations, mais c'est tout un autre sujet. Donc, il y a d'autres formes qui sont possibles que celles qu'on propose là. Mais le twist comme ça, je ne serais pas capable. Je pense que non. Et techniquement, j'en suis pas capable. Donc, je reviens à cette histoire. Donc, Kuiper essaye de faire ces corrugations comme ça, et ça marche super mal. Donc, sa démonstration est assez lourde avec des termes qui sont dans tous les sens, qu'il faut que ça converge à droite, à gauche. Et en réalité, être capable de construire proprement grand F à partir de petit f, c'est pratiquement toute une théorie en soi. Et ça, c'est Gromov qui va le voir. C'est Gromov qui, en reprenant les travaux de Nash et Kuiper, va comprendre qu'il y a un vrai truc là, que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Alors, bien sûr, si vous êtes en train de tâtonner dans votre problème, que vous avez un revolver sur la tempe, vous allez bricoler une solution et puis elle va être complètement bancale, mais vous allez quand même vous débrouiller. Si je fais ci, si je fais ça, dans un cas particulier, vous allez vous débrouiller à faire ça. Mais si on veut le faire propre et généralisé, il faut vraiment une théorie. Et cette théorie, c'est la théorie de l'intégration convexe. La théorie de l'intégration convexe, elle est due à Gromov. Il en a exposé une première partie en 70, et puis ensuite toute la théorie bien développée en 86 dans son bouquin Partial Differential Relations. Bon, cette théorie de l'intégration convexe, elle permet de construire explicitement grand F à partir de petit f. Il y a plein de méthodes pour faire ça. Gromov en a proposé une. Il y en a eu d'autres qui ont été proposées. Et puis, récemment, ça veut dire quelque chose comme 2019, Mélanie Théier, vous voyez, une des personnes qui intervient dans EVA, elle a trouvé une façon juste incroyable et très simple, toujours fondée sur la théorie de l'intégration convexe, pour passer de petit f à grand F. Et c'est ça maintenant qui est un peu utilisé, alors je n'ose pas dire partout parce que ce n'est pas vrai, mais disons c'est tellement simple. Récemment, il y a Patrick Massot, peut-être vous le connaissez, il est à Orsay, qui a implémenté sous Line une preuve formelle du retournement de la sphère. Et pour ça, il a utilisé la formule de Mélanie, la formule de Mélanie Théier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très simple. Les images que vous allez voir, c'est avec sa formule également. Donc il y a une manière de passer de ça à ça. C'était un peu la leçon numéro 2, mais on a préféré insister sur la 1 plutôt que de faire la 2, et c'est pas grave. Si vous voulez en savoir plus, regardez le transparent numéro 2 et regardez comment c'est construit. Donc il y a une vraie artillerie pour construire grand F. Toujours est-il qu'on sait faire ça. Qu'on sait faire ça comme il faut. Maintenant, imaginons qu'on sache faire ça comme il faut. Est-ce que ça conclut la preuve? Eh bien, déjà, on va s'interroger sur le fait que la suite de fonctions converge, au moins au sens continu. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte qu'à chaque étape, vous êtes capable de mesurer les différences consécutives. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand vous faites la différence entre fk-1 et fk en norme sup, eh bien, ce truc-là, je peux le rendre aussi petit que je veux. Je vais juste dire que c'est un grand taux de 1 sur n, mais en fait, c'est 1 sur... il y a 3 grands taux là. Mais ça, on peut le rendre aussi petit que je veux. Donc,
le faire converger, c'est pas difficile. On va très facilement pouvoir choisir des nombres de corrélations suffisamment grands pour que cette suite satisfasse le critère de Cauchy. Et comme l'ensemble des fonctions continues sur mon carré, c'est un ensemble de Banach, pour cette norme, et ben ça va converger. Ça va converger avec l'application des continus. On est d'accord? Espace de Banach, ça vous parle? Vous avez déjà vu ça? C'est des espaces dans lesquels le critère de Cauchy fonctionne. C'est-à-dire que si ce critère est satisfait, alors votre suite converge. Et c'est ce qui va passer. Donc ici, vous allez trouver une application limite qui est continue. Alors après, l'étape d'après, c'est de se demander, ah oui, mais moi je voudrais qu'elle soit C1. Et pour qu'elle soit C1, on peut faire la même chose, mais non plus avec FK, mais avec les dérivés. Donc cette fois, ce qu'il faudrait, c'est que je sois capable de montrer que la suite de mes dérivés, c'est une suite de Cauchy. Autrement dit, que j'arrive à majorer ça aussi petitement que je veux. Et là, on a un problème. Il me reste combien de temps pour ce dernier twist? 10 minutes. 10 minutes. OK. 10 minutes, ça suffit. On comprend bien que si j'augmente le nombre de corrélations, mon application va être de plus en plus proche. Ça, on comprend bien. Mais par contre, c'est pas vrai que les dérivés vont être de plus en plus proches. C'est pas vrai, regardez. Si je fais ça, qu'est-ce qu'elle fait ma dérivée? Elle monte, elle est horizontale, elle redescend, elle redevient horizontale, elle monte comme ceci. Et maintenant, imaginez que j'augmente mon nombre de corrélations. Bon, ben, je vais avoir un truc plus petit. C'est vrai, hein, ça sera rapproché. Mais quand je vais regarder avec la loupe, ce que je vais voir avec ma loupe, c'est exactement cette situation-là. C'est la même en plus petit. Ah oui, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de ma dérivée, elle est vraiment très grande. On est d'accord? Hein, je peux monter, là, je descends. Et là, c'est foutu. Donc là, a priori, c'est foutu. Et c'est là que le truc de Nash prend tout son sens. C'est pour ça que Nash est dit d'être pas trop gourmand. Parce qu'au fur et à mesure, le défaut que vous avez à rattraper est de plus en plus petit. Donc au fur et à mesure, peut-être à l'étape 0, vous devez beaucoup osciller, parce que vous devez rajouter beaucoup de longueur. Mais à l'étape d'après, vous avez moins de longueur à rajouter. Donc votre truc, il ne fait pas comme ça, il va partir plus comme ça. Pour le deuxième coup, comme j'ai moins de longueur à rattraper, j'ai moins besoin d'osciller pour le même nombre de corrélations. On est d'accord? Et donc là, comme j'oscille moins, ben, oui, hein, je continue à varier, mais sur un angle beaucoup plus petit. OK? Donc, ce truc-là, c'est ça qui bloquait tout le monde. Avant Nash, c'est ça qui bloquait tout le monde, parce qu'on voyait bien qu'on pouvait arriver à faire ce truc-là. Mais passer à ça, c'était impossible. Et donc, Nash a le truc, il dit, ben, coupez comme ça. Coupez comme ça. Est-ce que, là, les jeunes, regardez-moi bien, vous avez compris ce que je viens de dire, vous le répète. Ouais, c'est pas pour me faire plaisir, c'est un vrai oui. OK. Ouais. Ouais. Bon. Donc là, je suis content. Et qu'est-ce qu'on peut montrer exactement? En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ce truc-là, c'est une constante fois la différence entre les deux maîtrises consécutives pour passer de FK à FK plus 1. Il y a une constante qui ne dépend pas de K et qui va dépendre du procédé de construction que vous utilisez. D'accord? Donc, ça va dépendre du procédé de construction. Mais vous avez une constante comme ça. Conclusion, si ça converge, si ça croît suffisamment vite vers G, et c'est pour ça qu'on a pris quelque chose d'exponentiel, hein, à chaque fois on divise le défaut isométrique par 2, c'est pour ça qu'on converge très très vite. Si ça converge très très vite, cette somme-là, cette suite GK-là, elle va satisfaire le critère de Cauchy. Donc celle-là va satisfaire le critère de Cauchy.
Et donc, vous allez converger C. C'est pas beau, ça. C'est une idée de Nash qui est magnifique. Elle est vraiment magnifique, cette idée. Donc, en fait, vous convergez C1. Ah oui, mais alors si je converge C1 avec tout ce que j'ai fait là, bah, forcément, j'ai une application isométrique. On est d'accord? On vient, en gros, de déblayer la démonstration de Nash. Voilà comment ça se passe pour construire des applications isométriques. Est-ce qu'il me reste 5 minutes pour montrer les images? Oui. Ah, comme par hasard. Quand je dis par hasard. Là, pour ça, il y a du temps. Ah là 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 là. Alors, là, je vous dis pas, je m'engage sur quelque chose que je maîtrise absolument pas. Où sont mes... comment on fait? Au secours! Ah non, ils sont là, regardez. Voilà, c'est ça. Là, à moi la peur. 3 morts. Ok, là, c'est bien. Qu'est-ce que je fais? Je les vois pas, mes slides. Pourquoi je les vois pas? Au secours à moi, j'ai peur. Document, peut-être, si je vais à document, je vais... Non. Ah, peut-être dans le bureau. Voilà, dans le bureau, je les ai. Je les ai dans le bureau. Plan hyperbolique. Hop. Qu'est-ce que c'était? Voilà, donc on va se mettre. Oh, non, ça va pas. Bon, ça, il y avait des tas de belles histoires à vous raconter, mais ça sera pour une autre vie. On va y arriver aux images, j'imagine, hein, à un moment ou à un autre. Ouais, j'avais été vraiment, vraiment optimiste, comme toujours. Et là, maintenant, je veux... Donc vous... Ah, mais il n'y a rien du tout, là? Vous voyez rien? Il faut partager. Dans Zoom. Alors, attends. Ah, là, il faut déjà que je mette l'affichage. Tu as l'habitude de Mac? Non, tu es sur Dell. Comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on met en plein écran, là? Pourquoi Ah, c'est là, regardez, c'est là. Je vois... ouais. Et il faut que je partage sous Zoom. Il est où, mon Zoom? Ah, moi, la peur. Alors, attends, ça, j'en veux pas. Comment je partage sous Zoom? Share screen. Si je fais share screen, voilà, je vais sharer ça. L'angoisse. Ah non, c'est parce que je l'ai mis en bas. Voilà, ça va venir. Bon, eh ben c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je suis peut-être pas là. Est-ce que c'est bon ce que j'ai fait ou comment je fais pour avoir tout l'écran complet? For full screen, Oui, full screen. I think it's Control L. Là, vous faites pomme L. Pomme L, c'est ça? Pomme L. Ok, merci. Merci. Bon, alors, maintenant, je vous montre les images d'un prolongement explicite de l'espace hyperbolique. Donc, il faut se rendre compte que par rapport à ce que je vous ai raconté, il y a une difficulté qui est vraiment non négligeable, c'est qu'on n'est plus sur un carré, on n'est plus sur quelque chose de compact. Que la métrique, elle explose à l'infini. Et comme elle explose à l'infini, vous n'avez aucune chance que ce truc la converge. D'accord? Donc, il y a des difficultés à traiter ça. C'est la raison pour laquelle ça vient en dernier dans mon décision de construction. Je ne vais pas vous raconter comment on contourne cette difficulté parce qu'on n'a plus le temps, mais en tout cas, ça marche de la même façon. C'est-à-dire qu'on va partir avec une application courte, et ce qu'on a pris ici comme application courte, c'est un morceau de parabole. Donc, on a pris un morceau de parabole, c'est une parabole bien choisie pour que ça soit le plus joli possible, que les erreurs s'équilibrent super bien. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est plus raisonnable de prendre une parabole qu'un disque, par exemple, comme application pour tous les cas. Donc là, on a une parabole. Enfin, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette parabole, mais on vous a fait un zoom. Vous l'avez laissé? Alors oui, je veux de l'aide. La personne est venue m'aider. Okay. Là, on est en train de vous faire un zoom qui est cette fenêtre-là. Vous voyez? Donc ici, c'est... Ah, attendez, je le fais mieux. Ici, c'est en bleu clair. Non, enfin, c'est un bleu comme ça, vous voyez? Le bleu comme ça, il est là. Toi, tu restes là. Ici, vous avez quelque chose qui fait comme ça. Ici, c'est blanc.
Et puis ici, vous avez l'ombre. Est-ce que vous voyez mieux? Hein? Donc, on s'est mis sur un bord. Pourquoi on s'est mis sur un bord? Parce que ce qui nous intéresse dans l'espace hyperbolique, c'est ce qui se passe au bord. C'est un espace qui part à l'infini comme ça, et on a envie de voir ce qui se passe au bord. Donc, on a soumis comme ça sur la parabole. Donc, ici, c'est le grand cercle en haut de la parabole, elle fait comme ça, la parabole. Boum. On est d'accord? Ouais. Bien. Alors maintenant, voilà, on a rajouté un niveau de corrugation. On voit les corrugations qui se passent. Boum, boum, boum. Elles continuent là, de ce côté-là, mais à cause des effets de lumière, on ne les voit presque pas. Et puis ici, elles arrivent devant, mais c'est des tellement grandes oscillations, et on est tellement près, qu'il faudrait imaginer que la première oscillation, elle part comme ça. Donc vous ne la voyez pas encore devant. Mais par contre, derrière, c'est assez loin, et vous la voyez. Donc ça, c'est l'application F11. F11 qu'on a obtenu à partir de F0, et on est en train de viser la métrique G1. Hein? Enfin, on vise G11, mais bon. Et là, le nombre de corrélations qu'on a utilisé, c'est juste 10. Alors oui, vous imaginez bien que les nombres de corrélations croissent exponentiellement, mais si vous voulez faire des images, vous avez intérêt à ce que ça ne croisse pas trop vite, parce que sinon, vous devez avoir des maillages énormes. Donc les maillages qui sont là sont énormes, mais malgré tout, on essaye dès le départ, on veut calmer au maximum le moins possible de corrélation pour que ça ne monte pas trop vite. Voilà, donc là maintenant, on arrive aux deuxième direction de corrélation, et là, on voit la deuxième vague qui est arrivée sur nous, et on voit la différence de profondeur. La deuxième vague, ça fait à peine des traits au fond, et devant nous, on voit des belles bosses. On est d'accord? Ok, on continue. La troisième vague, dans une troisième direction. Donc là, ça ne voit pratiquement plus au fond, hein, c'est invisible. Mais par contre, devant, on voit de plus en plus, et on voit que la courbe limite, là, elle est de plus en plus tortueuse. On continue. Ah oui. Donc on continue. Donc là, vous voyez, on vient. Donc précédemment, là, on a atteint G1. On a fait nos 3 applications. 1, 2, 3. On a atteint G1. D'ailleurs, au passage, les formes linéaires qui sont utilisées ici, si vous mettez A égale 1, c'est exactement celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Mais peu importe. Donc ici, on est arrivé à G1, et donc on va passer maintenant à l'étape 2. Donc on va avoir apparaître un 2 dans mes applications. F1.3, j'arrive à F2.1, et F2.1, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez un nouveau niveau de corrélation qui vient de s'afficher ici. Et puis on se rend bien compte que là, si je ne change pas mon zoom, les corrélations d'après, on ne les verra pas. Là, on est l'autre. Et donc, ce qu'on vient de voir, plus ou moins, c'est un petit zoom ici de cet objet. Donc, en particulier, il ne faut pas imaginer que la courbe limite, c'est un joli cercle. La courbe limite, c'est un truc qui va beaucoup ici. Je vous propose maintenant des zooms, donc on va plonger dedans. Donc, je m'approche. Là, c'est à peu près l'image qu'on avait tout à l'heure. Et puis, on va encore s'approcher. Et quand on s'approche, on se rend compte d'un phénomène qui est l'écrasement des corrélations. Vous avez les corrélations qui s'écrasent de plus en plus, elles s'écrasent tellement vite qu'il est impossible de distinguer la corrélation de après. Donc ici, on en voit une grande, là, on en voit une deuxième, et puis la troisième, on la voit une. Ça, c'est le phénomène qui faisait que les dérivés convergent. Ouais, c'est le phénomène qui fait que les dérivés convergent. Et là, on a quelque chose qu'on est en train d'explorer. Donc ça, à mon avis, on n'aura pas de réponse avant plusieurs années, mais c'est un phénomène qu'on veut comprendre. On s'est rendu compte que sur les objets compacts, on avait des nombres de corrélations qui avaient une croissance à peu près exponentielle, et ici, c'est une croissance qui est surexponentielle. Donc, on ne sait pas trop si c'est... Je vous livre ça vraiment avec des guillemets dans tous les sens. On ne sait pas si c'est notre méthode qui n'est pas bonne, si c'est la numérisation qui donne des nombres trop grands. Enfin, c'est vraiment exploratoire. Et voilà, c'est tout. Et on n'a pas du tout parlé de la géométrie. Merci beaucoup, Vincent.
Si vous avez des questions, absolument. Intéressant. Est-ce qu'il y aurait moyen de commencer par l'approximation de la deuxième année et ensuite obtenir la première par l'intégration? Alors, c'est une excellente question. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Quand on comprend l'intégration convexe, vraiment, on se rend compte que en réalité, on vise au niveau des différentiels, donc on dit au niveau des 1G de la fonction, on vise sa différentielle. On a une différentielle qui résout exactement le problème, parce que pourquoi est-ce qu'on résoudrait ça de manière approximative? Pourquoi on ne le ferait pas exactement? Ben oui, ça, on peut le résoudre exactement avec des monomorphismes de R2 dans R3. Donc, au niveau du 1G, on est capable de résoudre ça exactement. Et quand on va l'intégrer, intégration convexe, donc on est parti de ce qui était de la différentielle, quand on veut l'intégrer, ben au moment où on l'intègre, on introduit des erreurs. On n'arrive pas à intégrer exactement. Et c'est la raison pour laquelle on n'a droit qu'à une approximation et pas à une égalité. Et toute la difficulté, elle est là. Et il y a toute une théorie, et d'ailleurs l'intégration convexe, ça fait partie de cette théorie-là, qui est, tu me donnes un champ d'application linéaire. Est-ce que je suis capable de trouver une application F dont la différentielle s'approche le champ d'application linéaire? Ça, en général, c'est totalement faux. Mais c'est pas non plus désespéré. Donc, on a des moyens d'approcher dans des sens qu'il faut comprendre. Et c'est ce qui se passe ici. On saurait quel est le champ d'application linéaire qui résoudrait ça. Et maintenant, on l'approche par une application F. Donc oui, on fait comme ça. As-tu des dessins où tu dessines le plan de fond, le vide de fond carré, structure, pour voir ces triangles et ces couleurs sur le Donc la personne qui s'occupe de coder informatiquement, bon, c'est quelqu'un d'incroyable qui s'appelle Roland Denis. Alors, il faut comprendre comment on travaille dans cette équipe. Officiellement, les gens ont des spécialités. Moi, je suis matheux avec Mélanie Teyer, on est les matheux du groupe. Francis Lazarus, il est informaticien. Boris Tiber, c'est quelqu'un de mathématiques appliquées. Et Roland Denis, c'est un ingénieur de recherche. Et donc, il fait beaucoup d'informatique. Mais il ne faut pas croire que c'est, tiens, toi, tu fais ça, tiens, toi, c'est ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est complètement collectif. Et les problèmes sont vus collectivement et résolus collectivement. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et peut-être l'endroit où c'est le poil moins collectif, c'est justement au moment de réaliser ces images, parce que là, il faut coder, et en gros, il y a une personne derrière la machine et pas deux. Hein. Et cette personne, c'est Roland. Et donc, c'est énormément de travail. On n'imagine pas à quel point c'est du travail pour sortir ça. Le nombre de problèmes numériques qu'il y a, le nombre d'erreurs, de tâtonnements, à chaque étape, même juste le rendu d'image, c'est extrêmement lent. Et ça demande énormément de boulot. Et on a donc fini ça, ça devait être, on a soumis peut-être au mois de juin, fin juin, quelque chose comme ça. Et donc il y a eu toute une période où c'était très très intense. Et c'était pas possible que je m'approche de Roland sans qu'il soit épidermique. Parce que toutes les 5 secondes, on est là. Il faudrait refaire cette image. Ah non, mais là, ça va pas. Finalement, c'est ça qu'on veut montrer. Le pauvre, il n'en pouvait plus. Et je fais mon premier exposé à Montpellier. Les gens me disaient, ah, mais ça serait bien. Exactement comme tu dis. Ça serait bien de mettre un. Je dis, ouais, c'est bien, mais moi, si je demande ça à Roland, je ne passe pas les vacances. C'est une pierre tombale, les vacances. Ici, Vincent Bruni. Donc, et là, j'ai vu, il y a 2 jours, Mélanie Teyer, elle est venue titiller. Elle a dit, ah, ça serait bien que tu fasses une image. Et c'est en cours, là. Là, il y a des échanges de mails. Ce matin, j'ai regardé, et je pense que ça va se faire. Là, voilà. Là, il y a les vacances qui sont passées, mais voilà. Donc, à un moment ou à un autre, quand le papier sera publié, il y aura une page sur notre site, donc c'est le projet VA.
Il y aura une page entièrement consacrée à l'espace hyperbolique où toutes les images seront en accès libre avec, ça sera sous Creative Commons. Et en général, on laisse l'exploitation même commerciale. Le seul truc qu'on demande, c'est qu'on soit cité, que les crédits, voilà. Et vous pouvez transformer les images, en faire ce que vous voulez, si vous voulez les prendre pour illustrer ce que vous voulez, un livre que vous êtes en train d'écrire, une affiche que vous voulez faire, une vidéo YouTube. Tout ça, c'est donné. Voilà, c'est entièrement donné. C'est bien normal, vu que on est payé par le contribuable. En tout cas, je ne sais pas comment ça marche ici au Canada, mais en France, on est payé par le contribuable. Ce serait un vrai scandale que ce qu'on produit, ça ne soit pas donné à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Juste une dernière phrase que moi, qui m'a beaucoup, c'est qu'un des livres fondamentaux sur la suite de tout ça avec l'intégration convexe. C'est un livre de Gromov qui s'appelle Partial Differential Relations, et entre autres incroyable parce qu'il est très important, mais la première phrase du livre est peut-être sidérante. Ça dit, pour lire ce livre, il n'y a aucun prérequis mathématique. La deuxième phrase du livre, c'est soit pi de point E vers B, un fibré de groupe structurel.